Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là aussi nombreuses et nombreux pour cette dernière conférence de la journée. Comme vous l'avez lu dans le programme, il va s'agir d'une conférence spectacle. On va essayer de la faire aussi spectaculaire que possible pour qu'elle ne soit pas trop fatigante pour vous en fin de journée. Donc avant toute chose, j'aimerais remercier l'organisation de ces 39e assises de la traduction littéraire. Nous sommes très heureux de participer ici. Merci notamment à Nathalie Koble pour la proposition et à Jörn Cambreland pour l'invitation à cette contribution. Alors, je travaille depuis quelques années avec August Jalenka. Donc moi je suis une jeune chercheuse, j'enseigne le français en ce moment au collège, j'ai enseigné à l'université en tant que doctorante, en tant qu'attachée temporaire d'enseignement et de recherche, la littérature comparée et je travaille sur les rapports entre la France et le Brésil. Le Brésil, qui est mon pays natal, et la France, qui est mon pays d'adoption en quelque sorte, puisque je suis arrivée en France à l'âge de 11 ans. Et j'y suis restée. Donc je me promène un petit peu entre les deux langues, entre les deux cultures, dans ma vie, comme dans mes recherches et comme dans mon travail également de traduction, une pratique à laquelle je m'adonne depuis quelques temps avec quelques premiers travaux de traduction qui ont pu être publiés dans les 2 dernières années. Et donc je suis aussi par ailleurs musicienne. Auguste, lui, est musicien, intermittent du spectacle, également franco-brésilien. Et je te laisse peut-être te présenter rapidement par rapport à ton histoire, ta formation. Donc bonsoir tout le monde. Et voilà, je suis musicien. J'ai aussi un parcours universitaire, donc un parcours de musicologue, mais je ne suis pas allé jusqu'au doctorat, j'ai arrêté au milieu parce que je suis aussi un praticien, donc c'est toujours un peu compliqué de gérer les deux. Et je suis né au Brésil et je suis venu en France il y a 30 ans. Et j'aime beaucoup marcher, je fais des longues marches de plus d'1 mois à chaque fois. Donc c'est pour ça aussi que je partage mon temps entre le théâtre que je fais aussi, la musique et les longues marches. Voilà. Merci. Auguste. Alors pourquoi avoir choisi ce format des conférences spectacles? Donc ça a un sens qui est assez important pour nous. C'est parce que, donc, étant entre ces deux pays, ces deux langues, moi je fais notamment référence à un grand écrivain brésilien qui s'appelle Ariano Suassuna. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un écrivain du XXe siècle, dramaturge notamment, qui vient du nord-est du Brésil, la région à laquelle on va s'intéresser ce soir, le nord-est, qui est également la région d'où vient Auguste. Et Ariano Suassuna avait inventé, en quelque sorte, ce format de conférence-spectacle pour sortir un petit peu, casser les cadres de l'université, de la conférence très stricte. C'était quelqu'un qui était très drôle et qui aimait beaucoup la musique et qui travaillait notamment sur les rapports entre les héritages européens médiévaux dans la culture brésilienne. Et donc, il a créé un mouvement artistique qui s'appelle le mouvement armorial au Brésil. Et donc, nous sommes aussi en train de nous intéresser à ce type-là de rapport, à ce type de transfert, à ce qui, dans la littérature brésilienne, dans la culture, a pu rester d'un certain héritage, on va appeler ça héritage pour l'instant, du Moyen-Âge. Et donc ce soir précisément, je vais vous parler d'un thème, donc vous aviez pour titre de conférence « Chanter Charlemagne, de l'Europe médiévale au Brésil contemporain ». L'étonnement de départ qui a suscité cette réflexion, puis cette production artistique et scientifique, c'est la constatation, c'est la découverte de livrets de colportage dans le nord-est du Brésil. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais ça ressemble à ça. Donc, ce sont des petits livrets de poésie, toujours en vers rimés, qui suivent une forme très structurée, qui s'appelle literatura de cordel, littérature de cordel, on le traduit souvent comme ça dans les études universitaires en France. Et donc, dans ces livrets, parmi les thèmes qui sont abordés,
il se trouve que l'histoire de Charlemagne et des pairs de France est racontée. Et donc, au départ, je me suis dit, mais pourquoi et comment? Puisque souvent, les poètes de littérature de cordel sont des poètes qui se disent populaires, qui viennent plutôt de milieux populaires et qui n'ont pas forcément étudié l'histoire, ne connaissent pas forcément ces histoires, mais ont appris de bouche à oreille ces histoires-là qui sont considérées comme traditionnelles et qui sont considérées comme faisant partie de leur culture actuelle. Donc encore jusqu'à aujourd'hui, ces poètes-là vont raconter, vont chanter, vont déclamer parfois. Donc le cordel est à la frontière entre l'écriture et la voix parlée et la voix chantée également. Le cordel est vraiment une pratique qui intègre la musique et la musicalité du texte, mais également une pratique mélodique. Et c'est pour ça aussi qu'on va vous chanter ce soir. Et donc pourquoi Charlemagne est encore chanté aujourd'hui au Brésil? Comment est-ce que ce processus s'est opéré, ce grand transfert d'environ 10 siècles entre le Moyen-Âge, depuis la chanson de Roland, qui pourrait être considérée comme le point de départ de ce transfert, jusqu'au Brésil contemporain. Quelles ont été les étapes, quelles ont été les réécritures, les traductions, les recréations successives dans lesquelles la place de la musique est quasiment indissociable de la place du texte. Au sein de cette traduction du texte, de ces traductions multiples, on observe, et c'est là ce qui étonne le plus, une grande continuité formelle, une continuité musicale. Pourquoi et comment? Donc, nous allons tenter de vous le montrer. Et pour commencer, on va vous proposer un parcours qui va être construit à l'envers. Donc on va partir du Brésil, on va partir d'une cantoria brésilienne. On va vous expliquer un petit peu après en détail ce qu'est la cantoria. Mais donc une forme musicale et poétique qui raconte les hauts faits de Charlemagne, Olivier, Roland, Fierabras. Donc je vous donne juste les noms en portugais, mais vous les reconnaîtrez parce que c'est presque transparent. Carlos Magno, Oliveiros, Rodão, Ferrabras. Et donc c'est la cantoria dos temas medievais. Et j'ajouterais aussi que cette cantoria est une gemedeira. Dans gemedeira, on trouve le verbe gemer, qui est gémir. Et donc dans la forme de chaque strophe, on va avoir comme un soupir qui est poussé par les musiciens. Donc vous allez l'identifier assez rapidement, je pense, et on en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc, dos temas medievais avec Augusto. Dos temas medievais, por onde a história avança, falando em grandes guerreiros de escudo, espada e lança. Está de Carlos Magno, ai, ai, ui, ui, os 12 pares de França. Com a bem-aventurança dos nobres cristãos guerreiros, por ordem de Carlos Magno, pela lei dos cavalheiros, viu-se o turco Ferrabras, ai, ai, ui, ui, na espada de Oliveiros. Ferrabras com seus esmeros dizia: eu não sou cristão. Vocês podem ser melhores, porém mais justos não são. Disse isso por ser filho, ai, ai, ui, ui, do almirante Balão. Mas converteu-se cristão após perder a porfia, e o almirante Balão, em ato de rebeldia, reúne um grande exército, ai, ai, ui, ui, e quase abala a Turquia. E Carlos Magno queria prosseguir nessa investida.
Ferrabras aconselhou não tomar essa medida. Voltaram pra Mormionda, ai, ai, ui, ui, todos felizes da vida. Para completar medida de oliveiros e roldão, Floripes, que era filha do almirante Balão, pelo rei Gui de Borgonha, ai, ai, ui, ui, misturou guerra e paixão. 5 pares na prisão por conta do almirante, pela fúria dos conselhos de sorte, mão e brulante. Pros 7 que estavam fora, ai, ai, ui, ui, foi momento agonizante. Existe um nigromante denominado Muipim, que tentou roubar um cinto e fugir pelo jardim. Beijou Floripes dormindo, ai, ai, ui, ui, aí foi seu triste fim. Cada batalha era assim, guerreiros enfurecidos, espadas soltas no ar, cavalos no chão caídos, e o sangue humano jorrando, ai, ai, ui, ui, entre gritos e gemidos. Cavaleiros aguerridos, destreza dos pés às mãos, comportamentos insanos de infiéis e pagãos, contra santas atitudes, ai, ai, ui, ui, de católicos e cristãos. Alors, vous venez d'entendre donc un extrait d'une cantoria qui a donc originellement été créée par deux poètes populaires. On les appelle des cantadores en portugais du Brésil. Et donc ces 2 cantadores, ils l'ont créé dans les années 2000 à la demande d'une université qui voulait créer un événement autour de cet héritage-là, de la tradition de Charlemagne dans la littérature de cordel et dans la cantoria. La cantoria, c'est un type de pratique qui est considéré comme un constituant de tout cet univers-là que l'on appelle la littérature de cordel et qui peut transiter entre des formes uniquement orales, comme la cantoria, qui peuvent par la suite devenir écrites, qui peuvent être mises par écrit ou bien par les poètes eux-mêmes s'ils en sont capables et s'ils ont envie de le faire, ou bien par des personnes qui ont entendu cette cantoria et qui ont envie de la mettre par écrit et qui donc vont proposer une réécriture, une nouvelle version. Peut-être aujourd'hui c'est plus simple de proposer une écriture à l'identique en ayant recours à un enregistrement. Et donc ces poètes-là, qui sont Geraldo Almans Pereira et José Fernandes Ferreira, ce sont 2 cantadores professionnels, ils sont très habitués à improviser autour d'une thématique qui fait souvent partie d'un répertoire. Et donc la thématique carolingienne fait partie de ce répertoire. Et pourquoi je vous dis tout ça, juste avant de laisser la parole à Auguste? Pour vous dire que, en fait, je n'ai pas envie que vous croyiez que l'héritage carolingien, c'est quelque chose de absolument répandu dans la littérature de cordel. Non, il y a des textes qui vont reprendre cette tradition, mais aujourd'hui, c'est une tradition qui est de moins en moins présente. Le cordel va traiter de toute une panoplie de thématiques des plus diverses, mais les universitaires qui s'intéressent à cet héritage-là médiéval comme moi sont aussi source de reproduction aujourd'hui de la part des poètes. Donc on va avoir aussi un dialogue de ce côté-là et peut-être un encouragement à créer des œuvres qui vont réinvestir cette tradition.
Mais d'abord, pour comprendre exactement ce qu'est une cantoria, comment se construit la cantoria, j'aimerais laisser la parole à Augusto, si tu veux bien nous expliquer le contexte. Eh bien, moi je dirais que la cantoria, c'est en même temps un genre et le contexte, l'événement dans lequel il est présenté au public. Donc c'est en même temps l'événement, la fête, la réunion qui est organisée par le propriétaire d'une maison quand il invite un ou deux cantadores et toutes les chansons, toutes les formes poético-musicales qu'ils vont présenter, qu'ils vont improviser pendant toute la soirée. Oui, et puis j'ajouterais peut-être juste pour la structure de la cantoria qu'on va avoir toujours de la musique. Donc on va avoir un accompagnement instrumental. Oui. Là, Auguste, il le faisait avec sa petite guitare, avec une suite de rythmes qui s'enchaînent. Enfin, je n'ai pas encore monté la guitare, j'ai monté le petit pandero. Ah, c'était le pandero, pardon. Oui, il le faisait avec le pandero, parce que ça peut être ou bien un accompagnement percussif, ou bien un accompagnement de type bourdon, ou une imitation de bourdon, et souvent avec des guitares populaires du nord-est du Brésil. Augusto, c'est quelqu'un d'original, donc il ne l'a pas fait sur une guitare populaire du nord-est du Brésil, mais traditionnellement, voilà, ça peut être aussi sur une sorte de violon populaire qui s'appelle rabeca, donc une sorte de rabec. Et donc on va avoir le bourdon musical ou l'accompagnement percussif, et puis une toade. La toade, c'est la mélodie qui se répète, comme vous l'avez entendu, qui varie un tout petit peu et qui va se rapprocher en quelque sorte d'une psalmodie et qui vient soutenir un récit qui va se déployer sur cette structure musicale. Donc, quand on réfléchit un petit peu à ça, quand on voit cette structure et qu'on se plonge un petit peu dans les études médiévales, on se dit tout de même, c'est quand même étonnant, il y a des ressemblances très très fortes avec certaines structures propres à la littérature ou à la poésie médiévale. Et donc, Paul Zumthor, qui est donc un médiéviste très célèbre, que vous connaissez peut-être, sans doute même, il s'est intéressé à la littérature de Cordel comme un exemple de ce qui aurait pu être la musique de ce qu'on ne connaît pas au Moyen-Âge, puisqu'on n'a pas de partition, forcément, de la chanson de geste qui nous sont restées. Et donc, il a écrit dans un article en 1980, donc il s'étonne de ce que des formes de dire et certains schémas fictionnels vieux de 4, 5, 6 siècles qui traversèrent à peu près intacts cette longue durée se retrouvent dans le vaste ensemble de textes et de pratiques que l'on regroupe sous l'appellation « littérature de cordel ». Et il ajoute « C'est là ce qui, dès mon premier contact avec le Brésil, éveilla en moi l'attention du médiéviste. Ces courts poèmes narratifs apparaissent globalement comme un véritable conservatoire de l'imaginaire et du discours poétique médiévaux. » Et donc j'ajouterai à ce propos de Paul Zumthor que l'on observe non seulement la conservation d'un imaginaire et d'un discours, mais que cela va bien plus loin, parce qu'on va retrouver des schémas narratifs très très précis où le texte est parfois préservé quasiment mot à mot, et surtout on va retrouver une manière de faire de la littérature où ce qui prime est le cadre, la forme, qui est non seulement métrique, mais aussi et surtout musicale. Alors, pour passer rapidement sur l'histoire de ce transfert, mais il faut quand même que je vous donne quelques détails parce qu'on n'a pas un saut qui se fait du Moyen-Âge au Brésil d'un seul coup, vous vous en doutez. Donc, je vais tenter de vous faire un rapide aperçu du parcours de ces textes, que ces textes ont pu effectuer. Le point de départ de mon étude, c'est la chanson de Roland, même si ce n'est pas tout à fait l'histoire, si ce ne sont pas tout à fait les épisodes racontés dans la chanson de Roland qui se retrouvent au Brésil. Alors pourquoi est-ce que je pars de la chanson de Roland? Eh bien parce qu'on a ici le premier exemple en français de quelque chose qui est à la fois chant et narration et que Paul Zumthor appelle le récit chanté. Donc on va avoir environ 4000 vers qui nous sont restés aujourd'hui et qui vont raconter donc les batailles des pairs de France, de Charlemagne, contre les Sarrasins, récit qui va se finir, comme vous le savez, par la mort de Roland
à Roncevaux. Précisons ici rapidement que la chanson de Roland n'a pas d'auteur. Nous avons une mention, un nom, à la toute fin du manuscrit d'Oxford, qui est le manuscrit le plus ancien ayant conservé la chanson de Roland, à un certain Turold, qui serait un jongleur, c'est-à-dire un interprète, pas forcément un auteur, ou un interprète-auteur, donc là on est à la charnière de la notion d'auteur, en tout cas, qui a pu raconter cette histoire, mais attention, nous avons 4000 vers. Donc, est-ce que le jongleur racontait l'histoire seul? Est-ce que le jongleur la racontait en une fois? Probablement non. Peut-être qu'il le faisait en plusieurs fois, peut-être que l'histoire était morcelée en épisodes, peut-être qu'il le faisait à deux, comme dans la cantorie, ou à 3, 4, 5, et c'était une choralité qui visait à redire, à répéter une histoire qui était connue par le public. Et donc c'est pour ça que Paul Zumthor va parler de mouvance du texte. Et cette mouvance-là s'applique également à la littérature de Cordel. Donc on a non seulement ce parallèle thématique, mais aussi ce parallèle de la pratique poétique, comme je vous le disais. Alors, le jongleur, il va chanter la chanson de geste suivant une forme qui est celle de la laisse. La laisse qui n'est pas une strophe fermée, mais qui pourrait être considérée comme une strophe ouverte. Donc elle est construite par le vers décasyllabe qui est toujours le même, une assonance finale qui est toujours la même et qui va créer l'unité de la laisse. Mais on n'a pas de nombre de vers précis et préétablis dans le cadre de la laisse, contrairement à ce qu'on va avoir dans le cordel, qui est un cadre formel qui est très très précis. Donc c'est pour ça, ce n'est pas la suite, ce n'est pas une chanson de geste, la littérature de Cordel. Mais il y a des éléments de proximité entre les deux. Et donc on va avoir dès le Moyen-Âge une constellation de textes qui va provenir d'une même tradition. Des textes en vers, des textes en prose, d'autres chansons de geste, et notamment le Fier à bras, qui va reprendre des épisodes des batailles entre Charlemagne, les pairs de France, accompagnés des pairs de France, et les Sarrasins. Et ce sont ces textes-là qui vont parvenir au Brésil, donc par le biais d'autres versions qui vont être faites. Donc nous avons des versions occitanes, des versions franco-vénitiennes, castillanes, puis portugaises, qui vont raconter à peu près toujours la même histoire. Parfois des versions en vers, racontées par des jongleurs, parfois des versions qui sont en prose et qui reprennent les épisodes des chansons de geste. Et donc on va avoir une répétition qui va être propre à chaque culture, mais avec une conservation des schémas narratifs qui est extrêmement précise. Et d'autres qui vont être plutôt des inventions propres à chaque ère culturelle. Donc là, je fais notamment une référence que vous connaissez, donc c'est le Roland Furieux de l'Arioste, qui va écrire au sein de cette tradition, puisqu'elle est devenue également en Italie une tradition, par le biais notamment de chansons de jongleurs, notamment la geste francore, qui est une vaste chanson de geste en plusieurs épisodes du XIVe siècle et qui va ensuite donc donner lieu à des créations locales. L'Arioste va créer un texte tout à fait savant qui va reprendre des éléments, qui ne va pas être une traduction de la chanson de geste. Et ce texte-là de l'Arioste va se retrouver dans la version portugaise, qui est elle-même qui se veut une traduction d'une version en prose espagnole du début du XVIe siècle, qui se veut une traduction d'une mise en prose en français qui a été faite au XIVe siècle. Donc on va avoir plusieurs mises en prose, des traductions presque mot à mot, donc la version française de Jean Bagnon, traduite par Nicolas de Piamonte en castillan, puis traduite par Jerônimo Moreira de Carvalho en portugais. Sauf que quand on arrive au Portugal, la partie qui traduit la mise en prose, elle est très petite. Et à celle-là vont s'ajouter des éléments qui viennent des jongleurs espagnols, des personnages qui vont venir des jongleurs espagnols, et des personnages qui viennent de l'Arioste. Donc on va avoir Angélique, par exemple, qui va être intégrée, alors qu'elle ne fait pas du tout partie de la tradition initiale. Et donc ça, c'est le processus sur lequel j'ai travaillé. Et donc on a toutes ces traductions, retraductions, productions de nouvelles versions qui s'enchaînent et qui vont constituer
ce qu'on pourrait appeler une œuvre carolingienne générale avec plusieurs actualisations selon l'ère culturelle, selon le pays. Alors, mais le cordel, comme je vous l'ai dit, il s'éloigne de tout ça. Le cordel au départ, donc on le connaît au Brésil sous sa version imprimée à partir de la toute fin du 19e siècle, puisque le Brésil n'a pas d'imprimerie autorisée avant la proclamation de la République au Brésil. Donc ça arrive très très tard. Pas d'imprimerie autorisée pour contrôler ce qui circule au sein du Brésil. Mais le livre de Charlemagne, ce livre portugais en prose qui date, je crois que je ne l'ai pas dit, du XVIIIe siècle, il arrive au Brésil avec le colonisateur. Et donc on a des écrits, notamment d'Ariano Suassuna, que je citais au départ, qui disait que toute grande famille du nord-est du Brésil possédait 2 livres de référence, la Bible et le livre de Charlemagne. Et donc ces 2 livres-là, la Bible était la référence pour la vie spirituelle et le livre de Charlemagne était la référence pour la vie fictionnelle en quelque sorte. Et beaucoup d'histoires de recréation orale provenaient de ce grand livre en prose. Mais ce qui est un peu étrange, c'est que les créations sont sous une forme versifiée. Alors dans ma thèse, je me suis dit, mais pourquoi? Alors pourquoi est-ce qu'on a un livre en prose et de nouvelles créations versifiées? Est-ce qu'on n'a pas un autre chemin? Est-ce qu'on n'a pas une autre voie parallèle de textes qui arrivent directement en vers au Brésil? Et oui, on en a d'autres qui sont déjà présents, notamment dans le romancero espagnol, qui est le romancero portugais, et qui vont raconter certains épisodes. Et donc le Brésil va faire un mélange de tout ça, et ceci va donner un cadre qui va être le cadre du cordel. Le cordel va ensuite s'affranchir de cette thématique et intégrer plein d'autres thématiques. Donc là, j'ai quelques petits exemples pour vous. On va avoir les duels qui vont être très présents, et là on va pouvoir faire une autre relation tout à l'heure avec le Moyen-Âge, comme par exemple la peleja, le duel s'appelle peleja, do solteiro com o casado, le duel entre le célibataire et le marié, d'accord? Donc on va avoir un thème qui est proposé, 2 personnes qui vont se battre autour de ce thème. D'autres thèmes, par exemple du droit d'être gay, ou une condamnation de l'homophobie. On va avoir des thèmes tout à fait modernes qui s'insèrent dans le débat actuel. La légende du manioc et ses utilités, donc un livre qui va être à la fois un peu didactique et qui va s'intéresser à une mythologie locale autour de la légende du manioc, cette racine qui est très importante au Brésil, qui remplace la pomme de terre dans bien des régions. On va avoir des choses tout à fait exceptionnelles, comme ce cordel que j'ai traduit, qui s'appelle « L'arrivée de Paul Zumthor au royaume de l'infini ». Donc on avait fait un hommage en 2015 à ce théoricien médiéviste à Paris. Un poète de cordel était venu, avait composé un texte sur Paul Zumthor et m'avait demandé de le traduire. Donc j'ai essayé de le traduire en respectant la métrique et la versification dans la mesure du possible du portugais. Donc on a beaucoup de commandes, de circonstances aussi qui se font pour ça, etc., etc. Je ne vais pas tout vous montrer tout à l'heure. Si ça vous intéresse, vous pourrez aussi les regarder. Et donc, comme on s'éloigne de cette thématique, on va avoir la forme qui va rester et qui va pouvoir déployer d'autres types de textes et d'autres types de cantorias. Augusto a sélectionné 2 cantorias qui ne sont pas à thématique carolingienne, mais qui sont très très intéressantes pour voir les diverses formes typiques, presque archétypales, de la cantoria. Et donc on va ici vous interpréter une deuxième cantoria qui s'appelle Meu passado infantil, donc mon enfance, le passé de mon enfance. Là on va avoir une autre forme qui va être utilisée, on va avoir des dizains décasyllabes, donc une forme carrée, et qui va être marquée par un refrain. Donc on a la présence d'un refrain sur les 2 derniers vers que je vous dis ici. C'est « Meu passado infantil não foi bonito, mas eu tenho prazer em recordar ». Donc mon passé, mon enfance n'a pas été belle, mais je prends du plaisir à me remémorer de mon enfance, à me la rappeler. Donc on va vous montrer ce que ça donne. C'est une cantoria qui a été faite par Valdir Teles, qui est un cantador très connu, et Mocinha de Passira, qui est une cantadora, donc c'est aussi un univers féminin, et elle est excellente et
J'espère que vous comprendrez. Je ne sais pas si c'est des lusophones dans la salle ou en tout cas on essaye de bien articuler pour que vous puissiez comprendre le texte. Minha infância na roça foi tão fraca, fui criado brincando na corola, toda quenga de coco era uma bola, todo o osso que achava era uma vaca, toda casca de cana era uma faca, toda moita uma sombra pra brincar, toda vara um cavalo pra andar. Toda casca de pau dava um apito. Meu passado infantil não foi bonito, mas eu tenho o prazer de recordar. No casebre que a gente se arranchava, 7 horas da noite era o horário que mamãe agarrada com o rosário nossa vida pra Deus encomendava e sentava na cama e convidava todo filho que tinha pra rezar. Só deixava a família se deitar quando tinha cantado o seu bendito. Meu passado infantil não foi bonito, mas eu tenho o prazer de recordar. Lá em casa não tinha geladeira, guarda-roupa, sofá, nem energia. Tinha um pote revendo de água fria, pendurado num gancho de madeira. O chapéu de papai andar pra feira e a roupa da gente passear. Por não ter um cabide pra botar, pendurava num gancho de um cambito. Meu passado infantil não foi bonito, mas eu tenho o prazer de recordar. Meu passado infantil sem segurança transformou-se comigo numa história e passou para o livro da memória, figurado com folhas da lembrança. Eu queria voltar a ser criança, mas o tempo proíbe de voltar. A memória não para de alcançar, não cancelo a saudade nem evito. Meu passado infantil não foi bonito, mas eu tenho o prazer de recordar. A pobreza amargava como fel no período infantil por mim vivido. Eu não tinha brinquedo colorido da estrela, da Gol nem Maritel, mas eu tinha uma pipa de papel que bastava ter vento pra voar e um jegue chotão que pra andar era só eu montar e dar um grito. Meu passado infantil não foi bonito, mas eu tenho o prazer de recordar. Me recordo da casa pequenina, onde o vento da noite desfilava. No romper da aurora eu me acordava com o som da orquestra da Campina. Passarinhos cantavam na matina, borboletas voavam pelo ar. Quando a noite apagava a luz solar, vinha a lua enfeitando o infinito. Meu passado infantil não foi bonito, mas eu tenho o prazer de recordar. Falo direto? Alors, je vais dire un petit truc et après je te laisse parler. Et donc là, vous avez pu voir cette structure-là de la Pélège, peut-être en réentendant, donc comme c'est la deuxième cantoria que vous entendez, vous voyez qu'on a vraiment ce récit chanté, cette mélodie qui se répète, alors même que l'on a aussi une joute, puisqu'on a 2 cantadores donc, qui originellement rivalisent aussi en originalité au sein de leur composition. Au moment où ils écrivent,
ils cherchent chacun à gagner en quelque sorte. Donc on a un duel qui est aussi un duo entre les deux cantadores qui font donc des variations autour d'un même thème. Ici, cette thématique-là, qui n'était pas carolingienne, ça peut être un duel à thématique traditionnelle ou pas. Ça peut être aussi un duel qui est proposé avec une thématique ou un refrain proposé par un public et qui peut être improvisé devant ce public-là, ou bien au sein d'un événement festif d'une ville à l'extérieur, sur une place de marché, ou bien dans le cadre d'une fête privée où on invite donc les cantadores à venir célébrer le mariage, l'anniversaire, les 50 ans, etc., etc. Et la forme, par contre, même si la thématique n'est pas traditionnelle, la forme, elle, est rattachée, fait partie de cette tradition. Et donc, j'aimerais bien maintenant demander à Auguste peut-être d'évoquer plutôt les particularités musicales que l'on trouve et peut-être aussi des éléments de correspondance entre le Moyen-Âge et cette pratique musicale du Nordeste. Alors, avant toute chose, est-ce que tout le monde ici est musicien aguerri, comme ça, une formation solide en musique, en musicologie, tout le monde a été au conservatoire, 10 années d'études de solfège et tout ça? Il y en a parmi vous quand même qui sont musicologues, etc. Oui, voilà. Donc, il y a une partie de ce que je vais dire qui ne vous est pas adressée. Voilà. Mais vous allez avoir un peu de patience. Et donc, je vais essayer d'être le plus succinct et le plus simple possible, voilà, de vous montrer un peu, d'évoquer quelques petits éléments qui sont intéressants dans tout ce qu'on est en train de faire. Alors, bon, je vais commencer vraiment très simple. Bon, pour faire sa musique, le compositeur ou l'improvisateur, donc musicien, interprète, il doit constituer d'abord une palette de sons, tout comme parmi toutes les couleurs de l'univers, le peintre il doit en choisir quelques-unes pour constituer la palette qui va être à portée de sa main pour peindre sa toile. Alors il y a beaucoup de palettes possibles qu'on peut utiliser, non? Ça va donner des couleurs différentes de musique. Vous en connaissez des palettes comme ça. Vous connaissez par exemple la fameuse gamme de Do, n'est-ce pas? Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Tout le monde connaît, tout le monde a appris ça au collège, j'imagine. Ici en France, c'est le cas, non? Voilà. Alors voilà. Alors cette gamme-là, toutes les palettes ont en commun le fait d'être donc un ensemble de notes qui sont plus ou moins écartées entre elles et d'avoir une note parmi elles qui va être la plus importante, il y a une hiérarchie entre elles, il y a une de ces notes-là qui va être la plus importante, qui va donner le nom à la palette, hein, la gamme de Do, c'est le Do la plus importante, comme ça, et qui va être tellement importante qu'elle va créer une attirance. Et quand on va la jouer, on va avoir une telle sensation de plénitude que dans ces moments-là, n'importe quel moment où on la joue, on peut finir le morceau, voilà, on peut mettre un point final. Je vous montre par exemple un exemple. Oups, voilà. Si je fais par exemple Do, 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 Ré, Mi, Ré. Voilà, au clair de la lune. Ça ne viendrait à l'esprit de personne de finir le morceau ici. Par contre, Do, Mi, Ré, Ré, Do. Là, c'est bon. La plénitude arrive, on est tous contents et on finit le morceau. Alors voilà. Alors, les musiciens du nord-est du Brésil, ils utilisent beaucoup de palettes différentes. Et je suis parfois un peu approximatif, hein, voilà, on n'est pas dans un cours de musicologie, voilà, on va éviter. Et donc voilà, les compositeurs, les improvisateurs du nord-est du Brésil, de ma région, ils utilisent beaucoup de palettes différentes. Ils utilisent la gamme majeure aussi, la gamme de Do, mais ils peuvent utiliser aussi une autre palette qu'on appelle le mode lydien. Alors le mode lydien, il est presque comme la gamme de Do à une note près, la quatrième. Donc normalement on est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Dans le mode lydien, on a Do, Ré, Mi, Fa. C'est un Fa un peu aigu, on appelle un Fa dièse. Et le reste c'est pareil, Sol, La, Si, Do. Et donc en fait, la chanson qu'on vous a fait juste avant, on utilise aussi bien, on oscille cette note-là, elle est mobile. On vagabonde entre la gamme de Do
et le mode lydien. Donc si je prends par exemple le début, le cantado que j'ai imité, et lui il reste dans le mode lydien tout le temps. Mais la cantadora, qui Raïs a imité, a repiqué, donc la mélodie, elle oscille tout le temps. Donc si je prends un exemple, je vais prendre avec ma strophe parce que je la connais. Ah oui, mais aussi pas. Minha infância na roça. Quatrième, donc c'est le Fá dièse. Ça foi tão fraca, fui criado brincando. Fá dièse. Na corolla, toda quenga de cor. Lá onde é Dona Gama do Do. Era uma bola, todo o osso que achava era uma vaca, toda a casca de cana era uma faca, toda moita um som. Donc on est lydien, bra pra brincar, toda vara um cavalo, Gama do Do, lu pra andar. Todo o osso que achava era um apito, meu passado infantil, lydien, não foi bonito, mas eu tenho o prazer de recordar. Donc on a cette oscillation là. Tout le temps, on a un mode qui est mobile. Ça on trouve dans le Moyen-Âge, on trouve la Renaissance, c'est comme ça, des notes qui se baladent comme ça et qui donnent une couleur. C'est une épice un peu différente comme ça. Voilà, donc il y en a beaucoup d'autres modes, mais on ne va pas parler plus que ça. Dans la prochaine chanson, je vous parlerai d'autres choses. Oui, et donc on aimerait vous montrer maintenant une troisième cantorie avec les mêmes cantadores, toujours sur le thème de l'enfant, de l'enfance, qui s'appelle A Criança. Criança veut dire enfant en portugais. Et qui donc cette fois adopte une toada un peu différente, un rythme un petit peu différent aussi, qui s'appelle Galope à beira-mar. C'est le galop en bord de mer. Et donc le galop bord de mer, il va courir un petit peu, il va galoper un petit peu, essayer de mimer ce galop. Et on va avoir toujours des dizains décasyllabes avec un dernier vers seulement, un refrain en un seul vers et non plus en deux vers. Donc je n'ai pas commenté tout à l'heure les rimes parce que c'est assez complexe, je ne vais toujours pas le faire. Et là, donc, on va avoir le dernier vers qui est « Nos 10 de galope da beira do mar », sur les 10 du galop bord de mer, donc sur les 10 syllabes, les 10 accents du galop bord de mer. Et Augusto va ensuite commenter un petit peu la rythmique. A criança tem sublime inocência, com o anjo divino ela é consagrada, por ser inocente, dócil, consagrada, pura como a rosa que exala a essência. Estrela do céu da nossa inocência, orgulho dos pais, enfeite do lar. Deita pra dormir, dorme pra sonhar, lábios aromáticos, corpo jubiloso, olhos atraentes, rostinho cheiroso, nos 10 de galope da beira do mar. A criança tem gesto carinhoso, crença no sorriso, na alma pureza. O mundo se encanta com sua beleza, é abençoada por Deus poderoso. Se a mãe for terna e o pai amoroso, os dois lutam juntos pra lhe educar. Só querem o melhor pra lhe ajudar, pra vê-la crescer feliz, meiga e santa. O pai acalenta, a mãe beija e canta nos 10 de galope na beira do mar. Onde tem criança, a beleza é tanta, sempre está alegre sua moradia. Não falta brinquedo, sombra, fantasia, leite é seu almoço, mingau sua dança. Pros olhos de Deus a criança é santa, por ele amparada aonde chegar. Paz no coração, brilho no olhar, nascendo sadia, crescendo querida. Desfruta a infância nos parques da vida, nos 10 de galope na beira do mar. A criança tem que ser protegida carinhosamente, bastante zelada, frequentar escola para ser educada, receber dos pais
carinho e comida. Tomar vitamina pra crescer nutrida, aprender a ler pra se estruturar, ser aconselhada na hora que errar, sonhar com sucesso honesto e seguro pra tornar-se estrela no céu do futuro, nos 10 de galope na beira do mar. Criança não é pra sofrer apuros, é pra visitar parques infantis, ao lado dos pais, crescendo feliz, recebendo o afeto do amor mais puro. O pai orgulhoso se sente seguro, a mãe sorridente vem dela brincar, se deita na rede pra se balançar, chupeta na boca, brinquedo na mão e as graças de Deus no seu coração, nos 10 de galope da beira do mar. A criança é linda em cada expressão, vivendo tranquila, crescendo sadia, mostrando ao mundo divina alegria, sem guardar rancor no seu coração. Quando ela é criada com toda atenção, a sua tendência é de prosperar, com seus genitores aprende a falar, de dia ela brinca, de noite descansa, pra sonhar com a luz da sua esperança, nos 10 de galope na beira do mar. Alors, il faut quand même qu'on vous dise que ce qu'on vous fait là ne ressemble pas tout à fait à ce que font les cantadores, puisqu'on essaye de faire quelque chose, on ne sait pas en fait faire comme les cantadores, parce qu'Augusto ici joue un rythme, on a un petit temps où on compte vraiment les temps et les mesures. Le cantador, il est en train de faire ce rythme-là, il jette un petit peu son rythme et il jette les paroles par-dessus le rythme, parce qu'il est en train de composer, d'improviser par-dessus ce rythme-là. Donc là, on vous propose quelque chose de très propre par rapport en tout cas à ce rythme-là. Et au niveau de la technique vocale, on a des chants qui sont très très criés et qui vont également insister sur une différence entre les accents. Et là, c'est Augusto qui va vous parler maintenant des accents. Alors, je vous ai parlé du mode. Vous vous souvenez encore? Bon, vous n'avez pas envie de me jeter des tomates, voilà. Vous dites si c'est trop embêtant. Voilà. Je vous ai parlé du mode, donc de ces palettes, hein, de ces ensembles de notes, avec une note qui est la plus importante, etc. Alors, pour que cette importance, cette prédominance d'une note arrive à être ressentie par le public, il faut que cette note-là, elle soit soulignée. Alors, ici en Europe, on a des instruments pour ça. On a la cornemuse et la vielle à roue, des instruments qui ont donc soit une corde ou un tuyau qui sont dédiés à faire cette note, qui est présente pendant tout le morceau. Et quand on arrive enfin à cette note-là, c'est bon, on peut finir, etc. On ne finit pas toujours à n'importe quelle fois qu'on arrive sur la note, sinon c'est très court. Alors, c'est pareil au Brésil, sauf qu'on n'a pas de cornemuse, on n'a pas de vielle à roue au Brésil. Et donc, quand on fait donc, ces musiques modales au Brésil, donc ces modes au Brésil comme ça, on utilise des instruments qui n'ont pas une note continue, comme là, le bourdon de la cornemuse ou de la vielle à roue. Donc en fait, on utilise des instruments qu'on a, comme les guitares, en réitérant la note la plus importante, comme ça. Donc on refait, on fait encore et encore, parce que le son n'est pas entretenu. Donc en fait, et le fait de répéter cette note-là, ça va créer une pulsation. Donc je ne vais pas répéter ça d'une façon un peu comme un horloge, quoi. Je vais embellir ça, je vais créer une nappe, un accompagnement pour chanter par-dessus. Et donc là, bon, c'est là où Raíz elle disait, en fait, moi, avec mon passé de musicien classique, et j'ai fait quelque chose de très carré, etc. En fait, les cantadores, quand ils font, il y en a un qui, en général, qui fait une nappe, c'est comme si tu étais coupé en deux. Sa main est une chose et sa voix, c'est une autre complètement différente. Donc en fait, il joue, il va chanter un truc, en
fait, moi, je ne peux pas, j'arrive pas, en fait. Il faut vraiment être coupé en deux. Mais c'est une autre conception. Mais, donc là, je vous fais, mais le but, c'est de vous redonner à chaque fois cette note. Donc, je fais une pulsation. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. C'est un shot, hein? C'est une scottiche. Il y en a qui dansent le shot ou pas la scottiche? Il y en a qui vont dans le bal traditionnel ou pas? Voilà, c'est une scottiche. 1, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Mais, donc c'est une pulsation, un cycle qui tourne sur 4, mais le chant ne tourne pas sur 4. La poésie a des cycles de 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A criança tem sublime inocência com o anjo divino, ela é comparada por ser inocente, dócil, consagrada, pura como a rosa que exala a essência. Donc vous avez vu en fait, on a des accents dans le texte qui coïncident, donc tous les 1 en général il y a une syllabe tonique, et tous les 1, on a une note comme ça. Mais au milieu, c'est comme si on avait 3 briques en haut et 2 briques un peu plus larges en bas, tout le temps comme ça. Donc ça va. Donc je vais partir de la deuxième partie de ma première strophe, qui montre ça très clairement. Estrela do céu da nossa inocência. Excusez. Estrela do céu da nossa existência, orgulho dos pais, enfeite do lar. Là, j'accentue les accents toniques du texte, parce que c'est en portugais. Voilà. Et donc, là, ça va. On a donc un accent, une syllabe tonique toutes les 3 syllabes, un ton fort, et donc tous les 4 tons, ça tombe ensemble, ça va, comme ça. Tous les 2 tons, ça dépend de ce qu'on considère le petit et le grand ton. Bon. Et en fait, mais si vous voyez la deuxième partie de cette strophe que je vais vous chanter, au lieu de faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, je vais grouper les syllabes par 2 et je vais faire 2, 2, 2. Donc ça va tomber ensemble tous les 6 tons, mais ça complique, ça fait. Deita pra dormir, dorme pra sonhar, lábios aromáticos, corpo jubiloso. Donc en fait, ça fait 2 grilles qui n'ont rien à voir. Donc moi je me débrouille avec ça, je fais un truc ici et un autre truc ici. Voilà. Deita pra dormir, dorme pra sonhar, lábios aromáticos, corpo jubiloso, olhos, desculpa, parce qu'en fait, comme je suis en train de chanter, pour penser à la rythmique, voilà. Deita pra dormir, dorme pra sonhar, lábios aromáticos, corpo jubiloso, olhos atraentes, rostinho cheiroso, nos 10 de galope na beira do mar. À la fin, on retombe sur les pieds. Ça s'entend? Je suis assez clair ou pas? Voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer ici, c'était en fait tout ça pour vous dire que il y a plusieurs couches. Donc, il y a une mélodie avec le mode dont je vous ai parlé. Et le fait que ce mode, il est joué avec un instrument qui ne peut pas entretenir la note tout le temps, on rajoute une couche de rythme. En l'occurrence, là, c'est un Scottish, voilà, on fait comme un shot, quoi, la Scottish brésilienne. Une rythmique qui a 2 temps. Donc, et en fait, et par-dessus, le texte, il impose une rythmique qui a 3 temps et qui se produisent en même temps. Et parfois, l'agencement des syllabes constitue à l'intérieur de ces 3 temps, il y a 2 cycles de 3 temps qui se soudent, qui font 6 temps, et on fait 2, 2, 2. Bon, c'est assez compliqué, mais vous avez entendu qu'on n'est pas ensemble, le texte n'est pas ensemble. Donc, on a une couche d'accompagnement et une couche de prosodie, une couche avec les accents de la langue. On a 2 musiques simultanées. On a la musique de la langue et la musique de l'accompagnement. Ce sont 2 rythmiques, 2 logiques qui se superposent. Et en fait, je fais toujours un petit parallèle entre le Moyen-Âge, quand on parle de musique mondaine, c'est la musique des astres, la musique humaine qui est la musique des mots, la musique de la prosodie, la sonorité des sons, et la musique instrumentale qui est la musique des notes. En fait, ce n'est pas la musique uniquement des instruments. Mais en fait, dans cette musique-là, dans la cantorie,
on a ces 3 niveaux. Et si vous voulez traduire, c'est là où je voulais venir, si vous voulez traduire cette musique-là dans le meilleur des mondes, vous devez obéir. Vous devez traduire le sens, vous devez traduire la rime et vous devez traduire la musique des mots, la prosodie. C'est ça que vous allez essayer de faire demain dans l'atelier de Raïs. Bon courage. Voilà. Merci Auguste pour ces explications très détaillées et intéressantes sur cette polyrythmie. Alors, est-ce qu'on est loin, est-ce qu'on est proche du Moyen-Âge ici? Eh bien, on est à la fois loin et proche. Si on se réfère à ce type de pratique pour essayer de comprendre ou de reconstituer peut-être ce qu'a pu être la mélodie, la toade des chansons de geste, on arrive peut-être assez loin et on a quelque chose quand même de semblable. Et là, on va y venir tout à l'heure. Mais avant ça, avant d'arriver au clou de notre réflexion, nous allons vous montrer un extrait d'un jeu parti. D'un jeu parti qui est un duel, une joute poétique médiévale et qui pourrait peut-être aussi être pensé comme l'une des formes transposées au sein de la littérature de cordel et de la cantorie. On n'a pas uniquement du récit chanté, comme je vous disais tout à l'heure, puisqu'on a des strophes qui sont carrées, des formes fixes, et on a le duel. Et donc peut-être qu'on peut aussi regarder le parallélisme du côté de cette forme-là, des formes de jeu parti, tenson, certimène, etc. Mais là, on a choisi en particulier un jeu parti pour vous. Donc ce sont des 8 octosyllabes et nous n'avons pas de refrain, mais nous avons un dilemme qui est posé donc entre les deux participants, un homme et une femme, qui veulent savoir donc quel type d'amant est le meilleur amant. Est-ce que c'est l'amant qui fait la cour à sa dame pendant très très longtemps et qui fait durer le plaisir de cette cour, de ce jeu de séduction, ou est-ce que c'est l'amant qui ne perd pas son temps à faire tout ça et qui passe tout de suite à l'acte? Donc je vous laisse déjà deviner évidemment dans la construction sociétale qui défend quel point de vue et on vous l'interprète et donc on va voir, vous allez voir, et peut-être que si on fait référence à ça, on voit qu'on n'est pas du tout dans le même type de rythmique en tout cas, même si on préserve la structure d'une répétition. Et c'est pour ça que je vous dis que dans le cordel, on est entre le récit chanté et ce type-là de joute poétique. Et alors donc, amis, qui est li mieux vaillance? Dame, ce que mes cœurs s'en vous direz, mais ne vous ennuie, tel fer vienne l'idée lui, et qu'il vous fait seulement partir sans policièrement, car tous les autres fait sans vie. Quand elle fait d'après ou d'avant, tant vaut mieux l'y faire d'aujourd'hui.
Da mer molte bons joueurs, li baixers, li jésirs, li d'ajuires, li santirs, li prueiers, li garder, salufaire, c'est la tuer, c'est la racine des soupirs, et ce qu'en amour c'est amer, t'en vaut mieux faire et les filles. Amis souriez que je dis quand la bouche et les cœurs se blessent de la chose qu'à cœur les plaise, dont non les veut pas ici. Dame, je ne dis pas ainsi, mais quand lieu pu se refait, d'entrer amour sa cœur sans vie, que par loyal cœur sans d'artrait, dame, pour Dieu voir et écouter, les jeux et les guets et les ris, averont maintenant mal vie, que les fera repasser, tant vaut mieux l'y faire assez, témoin de Gautier de Ponty, qu'en amour s'en est accordé, orphinant la querelle aussi. Alors, donc, c'est l'homme qui a eu le dernier mot. Ouais. On est au XIIIe siècle. Ouais. Ah bah ouais. Et j'ai même eu la parole coupée en milieu de, Ouais. de lignes mélodiques. Donc, tout ça, voilà, pour vous montrer qu'on n'est pas en train de dire qu'on fait exactement la même chose au Brésil et au nord-est du Brésil à l'époque contemporaine et au Moyen-Âge, mais on trouve des points parallèles qui sont intéressants à mettre en avant, à mettre en relief et qui permettent peut-être de comprendre une autre poétique, ou en tout cas une autre manière de créer la poésie et qui est entièrement associée à la musique. Alors, pour finir notre intervention, nous allons retrouver à présent la thématique carolingienne, mais au sein d'une expérimentation, une expérimentation scientifique, artistique que nous avons voulu tenter. Nous avons voulu tenter de proposer une mise en musique d'un extrait de la chanson de Roland, donc de quelques strophes de la chanson de Roland, sur une toada brésilienne qui est donc en 10 accents, hein, parce qu'au Brésil on ne va pas forcément dire 10 syllabes, on va plutôt parler de 10 accents, et qui permettait donc de mettre en musique, de mettre en voix la chanson de Roland suivant une forme de récit chanté. Et pour ce faire, donc on a dû tricher un petit peu, puisque comme je vous disais tout à l'heure, la chanson de Roland, elle est en laisse, donc on n'a pas de forme de strophe fermée. Et donc on a dû choisir des laisses de divers, parce qu'on a cette forme donc, du Brésil qui est en décasyllabes et à divers, en 10 indécasyllabes, pardon. Et donc on a un petit peu triché, on a essayé de trouver certaines laisses à divers ou alors de couper certains vers pour réussir à créer cette expérience. La question des accents était aussi un petit peu problématique puisqu'on n'a évidemment pas la même prosodie dans les deux langues, mais bon, je pense qu'on a à peu près, on est assez content de ce qu'on a réussi à faire, donc on va vous le montrer à présent. Donc un extrait de la chanson de Roland sur une toada brésilienne. En fait, quelque part, on est toujours dans le thème des assises, c'est-à-dire qu'on a un répertoire
qui a été traduit par les Brésiliens. Et donc là, on fait le retour. On utilise, puisqu'il n'y a pas de mélodie pour la chanson de Roland, mais voilà, tout ce qu'on est en train de faire là, ça n'a pas valeur on ne peut pas démontrer, etc. Ce sont juste, on peut reconstituer beaucoup de choses. Moi, je travaille avec musique médiévale, musique renaissance, etc. On peut aller voir des traités, on peut lire, mais il y a un moment que les sources s'arrêtent, on n'a plus rien. Il y a un moment il y a quelque chose qu'on ne peut pas écrire, il y a quelque chose, et en fait, qu'on n'a pas écrit parce que tout ce qui est le domaine de la performance, on ne peut pas tout écrire. D'ailleurs, qui c'est qui écrit? Est-ce que la personne... Il y avait des choses qui étaient tellement évidentes qu'on ne va pas se fatiguer à l'écrire, quoi. Et en fait, là où les sources s'arrêtent, on a un choix. Soit on vous présente un squelette, voilà, c'est ça qu'on peut retrouver. Soit on remplit tous les trous avec notre chair. C'est ça qu'on est en train de faire, en fait. Alors, ce n'est pas c'est notre traduction, en fait. Hein, voilà, donc, je vous ai parlé de la traduction de la musique. Donc, on a on a plein d'analogies qui n'ont pas valeur de démonstration, mais voilà, on met notre chair pour remplir tous les trous du squelette. Liquens Roland es monte d'Esther, contre lui vient ses compagnes au l'hiver. 20 Gerins et Lipreux Quens Gérard, et 20 Otzi et 20 Bérangères, et 20 Samson et Anséis les fiers, 20 Gérard de Roussillon les vieux, vieux Nuziel et riches du Skyfers, 10 l'archevêque joirait pas mon chef, homme suis Roland, je ne l'y fallière, entre elles et les 20 000 chevalets. Ați-un lipuie liva ténébreux, les roches bisent les destres merveilleux, les jours passèrent français en grande douleur, puisqu'ils vinrent à la terre majeure, virent aux Gascons la terre à leur seigneur, donc leur membre des fious et des honneurs, et des pucelles et des gentils osseurs, surtout les altes car les anguisseurs, à sport d'Espagne à l'est de son neveu, pité l'emprunt ne peut muer non plein. Les 12 pères sont remis en Espagne, 20 000 francs ont là leur compagne, n'en ont pas orne de mourir d'autance, les empereurs sans repère est en France, sous son mantel en fait la contenance, de juste lui chevauche les du nem, et distallerait de quoi avait pesance, car le respontor fait qui me le demande, si grande laine on peut muer n'en plagne, par gaine l'on sera déserte France. Oliver monte dessus un puits-alceur, garde sur des parmi un valerbe, si va venir tel champagneur, si n'appelle à Roland son compagnon, de vers Espagne va venir tel bruneur, tant blanc au matin, hermant flambilleur, ici feront nos Français grands tireurs, gagne le sous le fait les traiteurs, qui nous jugea devant l'empereur, des Oliver Liquens Roland respect. Oliver est de sur un puits monté, or voit-il bien d'Espagne le régner, et Sarrazin qui tant sont assemblés, lui si l'elme qui adore son gémé, et si l'escu et si l'aubel s'affrait, sur les échelles ne peut-il la compter, tant on n'y a que mesure renonçait, et lui meis mon aise moult esgaré, comme il un peu d'elle puis est avalé, 20 as français tout leur a raconté. Dit Oliver Joël païen veillus, en mais nul en montara n'en vit plus, si devant 500 000 et un écu, elle me l'acier et blanc Robert vêtu, d'être séduite du jeu s'y est prévu, bataille avait en que mais elle ne fut, Seigneur français de Dieu ayez vertu, elle compète que ne soyez vaincu, liez français des et qui s'en fut, ja pour mourir ne vous en faudra eu.
Mas combien de versos? Tem quantos versos no final? Tem quantos versos a canção do Rolê? 4.000. Merci, merci beaucoup pour votre écoute, pour votre attention. Et donc la prochaine étape, ce sera faire la totalité de la chanson de Roland. Il y a 4000 vers. Et on va essayer d'être programmé sur plusieurs soirées pour pouvoir le faire en entier. Toute la nuit, nuit blanche à Roland, ça serait vraiment bien, quoi. Merci, merci. Ça y est, agora tem que sair, né?